Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo est la deuxième partie du cours éléments de structure bidimensionnelle qui se base sur les éléments isoparamétriques. En particulier dans cette présentation, on va aborder l'intégration numérique en utilisant la méthode de Gauss et on verra de près une application de l'utilisation des éléments bidimensionnels et on terminera notre exposé par une conclusion générale. Le calcul des matrices de rigidité des éléments barres et poutres a permis d'établir celles-ci en fonction de paramètres tels que les longueurs, sections, les inerties, etc. Ces matrices sont généralement codées de manière explicite dans les logiciels de calcul par éléments finis. Cette approche n'est bien sûr pas envisageable pour les éléments surfaciques et volumiques dont les formes et configurations varient systématiquement. La solution numérique s'impose alors. Ceci étant, il est indispensable de disposer d'une méthode permettant l'intégration exacte des quantités recherchées. La méthode de Gauss, qui est la plus couramment utilisée, répond à cette condition. Bien que sa maîtrise ne soit pas fondamentale pour les utilisateurs courants, il est néanmoins important de bien assimiler la notion de point d'intégration ou point de Gauss pour comprendre les différentes approches utilisées pour le post-traitement des résultats. C'est pourquoi l'intégration numérique à une dimension est développée ici. Soit une fonction f d'une seule valeur variable, xi, l'intégrale de f sur l'intervalle AB pourra être évaluée numériquement par la méthode de Gauss en posant que l'intégrale entre a et b de f xi dxi est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à r de oméga i fois f xi i. Ce qui revient à remplacer l'intégrale de la fonction polynomiale f de xi par une combinaison linéaire de valeurs de f au point xi, appelé point d'intégration, et de coefficients wi, appelé poids. Les r abscisses sont déterminés de manière à intégrer exactement des polynômes d'ordre n inférieur ou égal à 2r moins 1. Pour les éléments isoparamétriques, l'intervalle AB sera bien évidemment égal à moins 1. L'intégration numérique consiste alors à faire passer un polynôme psi de xi par un certain nombre de valeurs de f de xi, de telle manière à obtenir l'intégrale entre a et b de psi de xi dxi comme l'approximation sur le même intervalle ab de f de xi dxi. On a donc f de xi qui est approché par psi de xi comme étant la somme a1 plus a de xi jusqu'à a2r xi de r moins 1. Donc l'intégration sur l'intervalle AB de f de xi dxi va être remplacée par l'intégration de celle de psi de xi. D'accord? Donc c'est une intégration qui va impliquer les coefficients AI de la fonction psi, mais également on voit l'introduction des coefficients ou des paramètres wi qui sont issus de l'intégration des expressions qui apparaissent dans la formulation de f de xi originale. Donc sachant que l'intégrale de moins 1 de xi alpha dxi est égale à 0 si alpha est impair et 2 sur 1 plus alpha lorsque alpha est pair. Donc l'équation d'approximation d'intégrale précédente peut être écrite sous la forme d'un système linéaire de deux aires équations où on a W1 plus W2 jusqu'à WR qui est égal à 2, plus, là, ça c'est la première équation. La deuxième équation, la somme des Wx et I va être égale à 0, et puis la somme des Wx et I au carré va être égale à 2 tiers, et cela donc va être continué jusqu'à l'équation finale qui dit que la somme des Wx et I à la puissance 2r moins 1 doit être égale à 0. Donc on a un système de deux aires équations qui va nous permettre de déterminer les deux aires coefficients introduits par l'approximation et donc qui permet de trouver les différentes valeurs de xi et wi impliquées dans le calcul
de l'approximation de l'intégrale par la méthode de Gauss. Donc pour plus de détails, je vous recommande de consulter les ouvrages de l'analyse numérique pour avoir des détails supplémentaires sur la mise en œuvre de cette méthode. À titre d'exemple, nous allons voir le calcul des coefficients de Gauss pour 2 points. Donc on a l'intégrale de moins 1 de f de xi de xi est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à 2, wi, f de xi i. Donc i dénote le nombre de points utilisés. Donc on va avoir 2 coefficients wi à déterminer, en plus de xi, donc les valeurs du paramètre indépendant à définir au niveau desquels on va faire l'intégration. Cette intégrale sera évaluée de façon exacte si le polynôme est de degré inférieur ou égal à 2r-1, donc à 3. Les coefficients sont obtenus en résolvant le système linéaire associé, qui est illustré ici. Donc, on a donné ici sur la diapo la table de Gauss-Legendre à une dimension, où on a dans la première colonne le degré R du polynôme à utiliser. Et puis, on a les valeurs xi et wi de l'intégration de Gauss à utiliser. On voit très bien que ces valeurs-là changent en fonction du degré du polynôme à intégrer et à utiliser. D'accord? Donc, la généralisation de la méthode d'intégration de Gauss, elle est facile au cas 2D, voire même 3D. Il suffit d'introduire les coefficients W associés à chaque paramètre. Par exemple, si on veut faire une intégration sur 2 variables, donc intégration de moins 1 de f de xi eta, pour les variables d'xi, d'eta, on doit substituer cette intégrale par l'approximation de Gauss de la forme. Donc on va remplacer l'intégrale par une sommation discrète par rapport à ij, donc wi, wj de f de xi eta j. Et la procédure de développement, elle est identique à celle qu'on a vue pour le cas à une dimension. Comme application, on va voir les éléments de membrane. Les éléments de membrane sont destinés à modéliser des structures planes travaillant uniquement dans leur plan. Leurs nœuds possèdent uniquement 2 degrés de liberté de translation U et V. Ils ont une épaisseur constante notée E et suivent l'hypothèse de contrainte plane. La contrainte est liée à la déformation par la relation suivante. Donc on a le vecteur de contrainte, sigma xx, sigma yy, tau xy, qui est égal à la matrice H multipliée par le vecteur de déformation y, qui comporte les éléments yx, x, yy et gamma xy. Donc le vecteur de déformation s'écrit quant à lui comme étant le vecteur epsilon comportant epsilon xx, epsilon yy, gamma xy, qui est égal à la matrice dérivation partielle appliquée au vecteur déplacement u et v. En ce qui concerne le cas des éléments en déformation plane, dont les caractéristiques sont très similaires aux membranes, ce sont bien évidemment toujours les éléments plans travaillant dans leur plan. La déformation transversale YZZ étant cette fois-ci prise égale à 0, seule l'expression de la matrice grand H qui changera dans la relation reliant le vecteur de contrainte au vecteur de déformation. Ainsi, dans cette relation, on doit utiliser l'expression de H donnée dans cette diapo qui caractérise l'état de déformation plane. Comme premier exemple d'application des éléments de membrane, on va utiliser l'élément quadrangle. Soit la structure suivante, modélisée avec 2 éléments isoparamétriques de type membrane, carré, à 4 nœuds, d'épaisseur E. La structure est de hauteur 2h et de largeur h. Elle est attachée au mur
au niveau des nœuds 2, 3, 5. Et de l'autre côté, donc comportant les nœuds 1, 4 et 6, elle subit un chargement uniforme dont la densité linéique est définie par Q qui est égal à 10 à la puissance 7 newton par mètre. La connectivité élémentaire du maillage utilisé est donnée dans le tableau ci-contre. Donc on a deux éléments membrane. L'élément 1 comporte les nœuds IJKL, donc d'indice 1, 2, 3, 4. Par contre, le nœud 2 comporte les nœuds IJKL, donc d'indice 4, 3, 5 et 6. L'élément de référence utilisé est un quadrangle de type Q4. Ses fonctions de forme sont égales à celles établies précédemment. Donc on donne ici directement les expressions de N1 jusqu'à N4 en fonction de Xi et de Eta qu'on va utiliser pour le calcul des éléments de la jacobienne et de son inverse. Du fait de la symétrie de la structure par rapport à l'axe Y, donc on a modélisé cette structure avec deux éléments, l'élément 1 et l'élément 2. Donc un seul élément est nécessaire au calcul. On va retenir le premier élément qui compte les nœuds 1, 2, 3 et 4. Donc la matrice jacobienne de sa transformation est obtenue à partir de la relation ci-contre. Donc on a J, qui est la matrice jacobienne, qui est égale à une première matrice comportant les dérivées partielles des NI par rapport à Xi et Eta, multipliée par la matrice des coordonnées de nœuds, définissant la frontière de l'élément. Donc on a les coordonnées des 4 nœuds 1, 2, 3 et 4 dans le plan. Donc la dérivation partielle des NI par rapport à Xi Eta est simple. Par exemple, si on prend N1 qui est égal à 1 quart multiplié par 1 plus Xi facteur de 1 plus Eta, si on dérive cette quantité par rapport à Xi, on va avoir 1 quart multiplié par 1 plus Eta. Si on dérive cette quantité par rapport à Eta, on va avoir 1 quart de 1 plus Xi. Donc ces deux dérivées partielles constituent la première colonne. Donc on poursuit les calculs de dérivation pour avoir notre matrice jacobienne. Une fois ce calcul réalisé, donc on peut faire la multiplication des deux sous-matrices pour avoir la matrice d'en bas où on a carrément dans chacune des composantes de la matrice jacobienne les coordonnées des nœuds de 1 jusqu'à 4 donc qui apparaissent dans les expressions des composantes de la matrice jacobienne. Il faut noter que bien que la connectivité des éléments réels et de référence soit identique, les coordonnées x, y, i correspondent bien à celles de l'élément réel. Donc il faut faire attention. Donc dans la substitution, il faut remplacer par les coordonnées réelles. Donc dans le calcul de la matrice jacobienne et de son inverse, donc on va remplacer dans l'expression finale qu'on a obtenue dans la dernière diapo de la jacobienne par les coordonnées des nœuds 1, 2 et 3 et 4 dans le repère cartésien x, y. Et cela va nous permettre d'avoir la matrice jacobienne simplifiée. Donc c'est une matrice diagonale où les deux diagonales, les deux éléments de la diagonale valent h sur 2. Les termes extradiagonaux sont nuls. Donc le déterminant est l'inverse de la jacobienne. Donc on peut écrire le déterminant et l'inverse de la jacobienne sont simples à calculer dans le cas de la matrice carré. Donc le déterminant il vaut h au carré sur 4 et donc l'inverse de la jacobienne c'est 1 sur déterminant de la matrice jacobienne transposé de la comatrice. Donc on va obtenir directement le résultat ci-contre, donc 2 sur h fois la matrice identité. Une fois le déterminant de la matrice jacobienne et son inverse sont déterminés, on peut déduire les relations entre les dérivées partielles
des différentes fonctions de forme NI qui vont nous servir par la suite dans les calculs des différentes intégrales. La valeur 2h correspond au rapport entre les coordonnées xi et x ou eta et y, donc entre les coordonnées normalisées et les coordonnées réelles. Par ailleurs, les termes non diagonaux nuls de la matrice jacobienne caractérisent le fait que l'élément n'a pas subi de rotation durant la transformation. Donc c'est un élément qui est ici exploité dans sa position originale et donc on n'a pas besoin de faire de rotation. On passe maintenant au calcul de la matrice de rigidité élémentaire en repère local. Pour cela, on va utiliser l'expression ci-contre. Donc K1 est égal à E, donc l'épaisseur de l'élément, multiplié par le double intégral de moins 1 B transposé H fois B fois déterminant de la jacobienne fois dxi d eta. Donc on remplace avec les valeurs qu'on a obtenues dans la diapo précédente concernant le déterminant de la jacobienne et la matrice H. Il reste maintenant à introduire la matrice B. La matrice B s'obtient par application de la matrice dérivation partielle sur la matrice des fonctions de forme qui apparaît ici comme fonction de N1, N2, N3 et N4. Donc on doit calculer les dérivées partielles de ces fonctions de forme NI par rapport aux variables X et Y. Rappelons que ces fonctions de forme sont impliquées également dans la relation qui définit le champ de déplacement UV en fonction du déplacement nodal de l'élément 1. Donc on écrira que UV, donc c'est le champ de déplacement à l'intérieur de l'élément membrane, est égal à la matrice grand N des fonctions de forme multiplié par Q1, le vecteur de déplacement nodal des 4 nœuds. Donc on a les déplacements UI, VI des nœuds 1, 2, 3 et 4 constituant notre élément quadrangle. Tout calcul fait, on aboutira à la matrice de rigidité K1 qui est devant vous. On ne vous demande pas de la retenir, mais surtout de comprendre la procédure de calcul qui nous a permis d'aboutir à ce résultat-là. Donc ces matrices-là sont généralement préprogrammées dans les logiciels d'éléments finis. Donc à l'intérieur, on ne voit que les paramètres de module de l'ingénieur. D'accord? Il n'y a que le module de Young et le module de Poisson. Donc ce qui fait que il est indispensable d'introduire les paramètres de l'ingénieur de notre structure pour pouvoir procéder au calcul de la matrice de rigidité. Le résultat donné dans la diapo précédente est un résultat exact, donc issu du calcul de l'intégrale par des méthodes analytiques, parce que les fonctions de forme sont relativement simples. On passe dans cette diapo au calcul numérique typique de deux éléments de la matrice de rigidité, donc par intégration numérique de Gauss. Donc considérons une intégration numérique à 2 points, à la fois suivant l'axe xi et eta. Donc il y a donc 4 points de Gauss situés aux coordonnées xi i qui est égal plus ou moins 1 sur la racine 3 et eta i plus ou moins 1 sur racine 3 et qui sont illustrés sur le graphique de la diapo. Donc ces coordonnées sont répertoriées dans le tableau qu'on a donné précédemment. Donc pour nu est égal à 1 tiers, les deux termes K11 et K12 de la matrice de rigidité sont donnés par les expressions ci-contre. Donc l'intégration numérique de ces deux expressions complexes va nous donner les valeurs K11, c'est 1,05 10 à la puissance 10 newton par mètre, et pour K12, elle va nous donner la valeur approximative de
3,9375 fois 10 à la puissance 9 newton par mètre. On passe maintenant au calcul du vecteur charge en repère local. Considérons uniquement la phase chargée, donc qui comporte les nœuds 1, 4 et 6, donc pour laquelle on a en coordonnées normalisées xi est égal à 1, donc pour l'élément 1. Seules les fonctions de forme n1 et n4 interviennent dans le calcul du vecteur de charge fs1. Les charges nodales associées aux nœuds 2 et 3 étant forcément nulles parce qu'on a un encastrement de la structure. Xi valant tout le temps à 1 le long de la face 1,4 de l'élément 1, donc on a dy va être égal à h sur 2 d état. Alors, le vecteur de charge en repère local F1S, donc c'est celui qui s'applique à l'élément 1, comporte les 8 composantes suivantes, donc F1x, F1y, F2x, F2y, F3x, F3y, F4x, F4y, et s'obtiennent par le calcul donc détaillé ci-contre, et qui implique évidemment pour la première composante, les deux premières composantes et les deux dernières composantes, l'utilisation des fonctions de forme n1 et n4. Donc le reste il est nul. Ce qui nous permet d'avoir le résultat évident. Donc la première composante, donc f1x, elle est égale à qh sur 2. Et pour la composante f4x, on va avoir de la même façon qh sur 2. Donc on a un chargement équivalent de la charge répartie entre les nœuds 1 et 4 et qu'on a recentré au niveau des nœuds 1 et 4. Arrivé à ce stade, on a tous les éléments maintenant pour établir le système régissant le comportement statique de notre structure qui est de la forme K fois grand U qui est égal à F. K c'est la matrice de rigidité, grand U c'est le vecteur de déplacement et grand F c'est le vecteur de chargement. D'abord, il faut profiter du fait que la structure elle est symétrique, donc il est possible de résoudre le problème en ne prenant en compte qu'un seul des éléments, en l'occurrence l'élément 1. En outre, à cause de cette symétrie, donc le nœud 4 ne peut pas se déplacer verticalement, donc on peut avoir directement le résultat V4 est égal à 0, parce que le nœud 4 appartient au plan de symétrie de notre structure. Il reste donc trois inconnus de l'élément 1 à déterminer, notamment U1, V1 et U4, d'accord, qui correspondent au nœud, au déplacement petit U1, V1 et petit V4. D'accord, donc ils sont ces déplacements identiques dans le repère local ou dans le repère global. À cet effet, dans la matrice de rigidité, on va essayer de retrouver les éléments ou les coefficients qui vont être multipliés par ces trois termes. Donc on a dans toute la matrice qui est de dimension 8 x 8, il n'y a que les éléments entourés en pointillés qui vont être pris en considération car les autres éléments ne vont pas être pris en considération dans le sous-système qui va servir à déterminer les déplacements U1, V1 et U4. Pour la résolution, il faut d'abord déterminer les déplacements des nœuds inconnus, notamment on doit rechercher les déplacements U1, V1 et U4. Donc on va isoler les termes de la matrice de rigidité qui sont coefficients de ces déplacements. On aboutira à un sous-système de trois équations. Donc c'est un système dont les inconnues principales sont U1, V1, U4. Donc la matrice de rigidité, elle est tributaire de deux paramètres du matériau, notamment le module de Young E et le coefficient de Poisson nu. Donc pour la résolution, on va considérer deux situations différentes.
qui correspondent à deux valeurs différentes du coefficient de Poisson. On commence d'abord par la valeur nulle du coefficient de Poisson. Nu est égal à 0. Dans ce cas-là, le système d'équation deviendra celui affiché en bas de la diapo et qui va nous mener à un vecteur de déplacement. U1 est égal à 0,476 et V1 est égal à 0 et U4 est égal à 0,476 mm. Donc ayant ces trois valeurs U1, V1, U4 et donc en revenant au système original, on peut déterminer les réactions en nœud en remplaçant par les valeurs obtenues du champ de déplacement. Pour nu est égal à 0, on va avoir les réactions au niveau des nœuds 2 et 3 affichées devant vous. Donc on a Rx2 qui est égal à moins QH sur 2 et Ry2 est égal à 0. Rx3 est égal à moins QH sur 2 et là il faut noter que cette quantité doit être multipliée par 2 en raison de la symétrie. Et enfin on va avoir Ry3 est égal à 0. En outre, on peut calculer les déformations et contraintes à partir du champ de déplacement. En effet, les déformations peuvent être calculées grâce à l'expression donc vecteur epsilon est égal à vecteur b multiplié par le vecteur de déplacement nodal Q1 qui est maintenant défini. On en déduit pour l'élément 1 que le vecteur de déformation epsilon va être égal tout simplement à U1 sur H0, 0. Et en application de la loi de Hooke, donc sigma est égal à H fois epsilon, on va obtenir le résultat ci-contre. Donc on va avoir sigma xx qui est égal à Q sur E qui est égal à 100 mégapascal. Par contre, sigma y et taux xy sont nuls. Donc on est effectivement dans un état de contrainte plane. En suivant la même démarche, mais cette fois-ci pour un coefficient de Poisson égal à 1 sur 3, on va avoir les valeurs de déplacement U1, V1 et U4 qui sont évidemment différents, mais il y a toujours donc cette égalité entre U1 et U4. De même, on peut obtenir les réactions au niveau des nœuds 2 et 3. Pour la valeur de nu est égale à 1 tiers. Donc ces valeurs sont complètement différentes de celles obtenues pour nu est égale à 0. Et il faut noter que la réaction Rx3 est encore une fois à multiplier par 2 en raison de la symétrie. Celle au nœud 3 dans la direction Y est cette fois-ci non nulle. Donc c'est un résultat qui est différent par rapport au cas où on a nu est égal à 0. Cependant, cette valeur va s'annuler avec celle de l'élément limitrophe qui, grâce à la symétrie, permet de bien trouver que Ry3 elle est égale à 0. Donc il y a effet de compensation à cause de la symétrie. De même, on peut calculer les contraintes pour la valeur nu est égal à 1 tiers. On utilisera les mêmes formules utilisées précédemment dans le cas nu est égal à 0. Et on va obtenir le vecteur de déformation et de contraintes affiché devant vous. Donc on s'attend automatiquement à des expressions complètement différentes qui sont fonction des valeurs eta et xi. Donc une fois qu'on substitue avec les valeurs de eta et de xi, on va obtenir le champ de déformation ou le champ de contrainte voulu. Donc la comparaison des résultats obtenus avec les deux valeurs de coefficient de Poisson met en évidence le raccourcissement transversal associé à la valeur de nu est égal à 1 tiers. En effet, si vous revenez à la diapo où on avait les résultats des déformations et des contraintes pour nu est égal à 0, vous allez constater qu'on avait des valeurs nulles
pour epsilon y, gamma x y, et également pour sigma x, sigma y et tau x y. Ce qui n'est pas le cas ici pour nu est égal à 1 tiers. Donc on a la charge répartie qui provoque dans ce cas des contraintes normales horizontales mais également transversales. Donc on notera également l'apparition de contraintes de cisaillement, d'où l'importance de bien choisir le matériau dont les caractéristiques mécaniques se traduiront systématiquement dans le modèle élément fini par le biais des valeurs de E et de nu. Dans cette présentation, nous avons introduit les éléments de structure bidimensionnelle en se basant sur la notion des éléments isoparamétriques. La démarche générale de calcul pour la modélisation d'une structure mécanique bidimensionnelle reste la même. Donc, elle a pour objectif de calculer la matrice de rigidité, de définir le vecteur de déplacement nodal dans le repère global, ainsi que le vecteur de force global grand F. Donc, c'est un système qu'il faut par la suite résoudre en fonction des conditions aux limites de la structure. Donc, ça, pour cela, la démarche de calcul pour les éléments 1D ou 2D ou 3D, elle est la même. Cependant, le détail de calcul, il est beaucoup plus complexe. C'est pour ça d'ailleurs on a introduit les éléments isoparamétriques qui font que le calcul soit fait dans l'élément de référence et non pas dans l'élément réel. Donc ça simplifie énormément les calculs. Donc cela doit se faire moyennant une matrice de transformation TE qui va être impliqué dans tous les calculs intermédiaires, et là on a introduit la matrice jacobienne et son inverse. Donc les calculs se font dans l'élément de référence qui est donné dans le plan xi eta, et les intégrations des différents termes est relativement complexe, et dans la pratique il n'est pas évident d'avoir des expressions analytiques. Donc on a recours à des techniques numériques d'intégration. En particulier, on a introduit la méthode de Gauss. Cette méthode permet d'avoir des calculs des intégrales qui en fait sont omniprésents. Pour chaque élément, on est obligé de faire des calculs d'intégration pour obtenir les matrices B qui sont impliquées dans le calcul des matrices de rigidité de l'élément et qui doivent par la suite être transformées dans le repère global. Bref, le calcul pour les éléments bidimensionnels, il est beaucoup plus lourd à mettre en œuvre. D'ailleurs, pour le calcul manuel, il n'est pas évident de le faire. Donc, il doit être fait d'une façon informatique. Donc, il faut procéder à la programmation de ce type de calcul. Ce qui est intéressant dans le calcul qu'on vient de faire en 2D, qu'il est généralisable au cas 3D. Donc, c'est exactement la même démarche. On va définir en 3D des éléments de référence pour lesquels on va effectuer les calculs, et la transformation de cet élément de référence aux éléments réels vont introduire des matrices de transformation TE et leurs jacobiennes qui vont nous permettre donc de transcrire les données du repère local au repère global pour faciliter le calcul des éléments du problème obtenu par la méthode des éléments finis.